Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue pour une nouvelle chronique Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous vous emportons dans une histoire qui a fasciné l'opinion publique, une histoire médiatique d'une bête dévorante. À partir de 1764, c'est l'histoire de la bête du Gévaudan. Alors, sans doute, vous en avez déjà entendu parler, et aujourd'hui, nous sommes pas très loin de l'endroit en fait où ont commencé les attaques. On n'est pas très loin de Langogne, on est au lieu-dit d'Arquejol, sur la commune de Roré, et on a le plaisir d'être accueillis par Manuel Atman. Bonjour Manuel. Enchanté. Manuel, vous êtes un fervent défenseur du loup. Vous êtes président de l'Alliance avec les loups, délégué Auvergne-Rhône-Alpes de l'association l'Observatoire du loup. Vous avez écrit des bouquins sur le loup, vous avez réalisé des documentaires sur le loup, sur sa présence en Haute-Loire. Lorsque les premiers faits de la bête du Gévaudan se produisent en 1764, rapidement, le loup, justement, est pointé du doigt. C'est le premier à être accusé, à être déclaré coupable des attaques de la bête du Gévaudan. Alors, ma première question, elle est toute simple, c'est pourquoi est-ce que, dès le départ, le suspect numéro 1 dans cette affaire, c'est le loup ? Eh bien, c'est pas tout à fait exact. Déjà, même au départ de l'affaire, c'est-à-dire au moment où la petite Jeanne Boulet, 14 ans, est tuée par la bête, en fait, les contemporains de cette affaire-là n'accusent pas du tout le loup. Ceux qui vont pointer le doigt sur le loup, ce sont les historiens qui vont décrypter cette affaire et qui vont, suivant certaines personnes, accuser le loup. Mais en fait, la petite Jeanne Boulet, elle est en train de garder ses bêtes. Elle est attaquée du côté des monts des Trois Seigneurs, aux Ubas, sur la commune de Saint-Étienne-de-Lédarès, et la bête va la traîner, les parcelles ont un nom à l'époque, de la parcelle de la Trioulière, à ses parents, jusqu'au ruisseau en contrebas, qu'elle va traverser la bête avec le corps de cette petite fille de 14 ans, de l'autre côté du ruisseau, sur la parcelle des Manibles, qui appartient aussi à ses parents. Et il y a de nombreux témoins. Vous avez des vachers, des bouviers, des gens qui savent faire sur les versants opposés et qui peuvent assister à la scène. Et ces gens-là vont tout de suite voir la bête. Et d'ailleurs, pour contredire ce que vous avez annoncé, ils ne vont pas qualifier cette bête de loup. Des loups, ils en voient fréquemment. Ils vont tout de suite l'appeler la bestia di Gévaudan, la bête, la bestia, et lo bestio dans le patois du nord, du côté de Saugues, ça sera lo bestio. Donc dès le départ, on la nomme autrement qu'un loup, alors que les gens sont habitués à en voir. Il y en a beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il faut savoir que dans l'affaire de la bête du Gévaudan, au regard des registres des primes au loup, il se tuera pendant la période de 3 ans, de 64 à 67, 1767, 1500 loups. Ce qui est énorme. Donc le loup est déjà, dans cette affaire, dès le départ d'ailleurs de cette affaire, une victime collatérale de la bête du Gévaudan. Puis parce qu'aussi il y a certaines victimes qui sont donc victimes de l'attaque, décrivent un loup, mais un loup anormalement gros, c'est ça ? Alors, moi, dans cette affaire-là, si vous voulez qu'on parle, je préférerais procéder de la manière suivante, c'est-à-dire progressivement, comment on peut établir le fait, au fur et à mesure de cette affaire, qu'il ne s'agit pas d'un loup. Alors, bon, on a fait état de la petite Jeanne Boulet. Il faut déjà savoir aussi que les enfants de 14 ans de cette époque-là, ou de 12 ans, font la taille et le poids de nos enfants d'aujourd'hui de 6 à 9 ans. Ils sont fragiles. Donc, la bête, ce monstre, dont je vais vous faire la description au fur et à mesure du récit, il a une puissante mâchoire, et s'il peut séparer la tête du corps, c'est bien parce qu'il a affaire à des enfants chétifs, mal nourris, de bouillon sans viande, alors que sur un enfant de 14 ans, ni un loup, je pense, un loup commun, ni un grand canidé pourrait séparer la tête d'un enfant de 14-15 ans. Ce serait difficile. D'un chevreuil, c'est possible pour un loup. Alors, vous allez avoir l'arrivée du capitaine du Hamel, qui va
en octobre 1764, traquer la bête et organiser des grandes battues. Et lui aussi va donc en 64, il va être là jusqu'au printemps 65, il va à un moment donné au château de la Baume, le petit Versailles du Gévaudan, lever la bête du Gévaudan lors d'une battue. Et si à cette époque on a les premières armes à canon rayé et balles d'acier qui apparaissent dans les unités d'élite dont ils font partie, qui sont financées par les princes du royaume et pas par le roi, lui, il ne l'a pas ce jour-là. Donc il va l'attirer avec une arme, certes de qualité, mais il l'attire de trop loin. Et là, et là c'est très intéressant, il va faire une description fantasmagorique de la bête. Mais, comme tout mythomane, en l'occurrence là, il veut se protéger de la disgrâce du roi. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'a pas découvert toutes les espèces exotiques en Afrique ou sur d'autres continents. Donc décrire l'animal tel qu'il le décrit, c'est pas ridicule à l'époque. Cependant, comme tout mythomane, il va dire des choses qu'il a vraiment vues. Et je vais reprendre ces mots. La bête, cet animal est de la taille d'un taureau d'1 an, les pattes aussi fortes que celles d'un ours pourvues à chacune de 6 griffes de la longueur d'un doigt, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, une tache blanche sur la poitrine. La tache blanche sur la poitrine, on va la retrouver à la fin de l'affaire dans le cadre du rapport du notaire Roche-Étienne Marin. Et il continue sa description, le corps aussi long que celui d'un léopard, une raie noire sur le dos, la robe est de couleur roussâtre, la queue touffue comme celle d'un loup, grosse comme le bras, elle a pour père une lionne, reste à savoir quel en est le père. On est dans une description ridicule, mais il y a la tache blanche et la raie noire qu'on retrouve dans les différents témoignages. Et on voit bien qu'il l'a vu de loin, parce qu'il n'arrive pas à voir la forme précise de cette tache blanche, qui est celle d'un cœur, et qui est décrite dans le rapport du notaire Marin. Ça, c'est ce qui peut déjà permettre de disculper le loup, puisque vous n'avez pas de loup à robe roussâtre en Europe de l'Ouest. Moi qui suis très intéressé par le sujet loup, je puis vous dire que les seuls loups rouges qui existent, c'est une sous-espèce d'Amérique du Nord, qui sont des loups de couleur roussâtre, de petite taille, pas comme la bête, et qui sont en voie d'extinction, qu'on trouve encore en Caroline du Nord. Et il est évident que ce genre de loup rouge, à cette époque-là, ne pouvait pas se trouver en Europe de l'Ouest. Donc ce témoignage, ce serait un des premiers éléments en fait, qui innocenterait le loup dans les premières attaques qu'il y a eu sur la bête. Oui, si on le couple avec les données du rapport du notaire Marin. Ce qui est très intéressant avec Duhamel, c'est que cette fameuse tache blanche et le fait qu'il n'y a pas d'attaque simultanée dans les archives, on ne trouve pas d'attaque simultanée, c'est-à-dire une attaque sur une personne et à 20 km à peu près à la même heure, une autre attaque. Et il n'y a pas d'attaque concertée, c'est-à-dire 2 bêtes sur une personne. Et ça va se comprendre assez aisément dans la mesure où 2 ans avant que Jean Chastel tue sa bête, on a déjà un témoin qui parle d'une tache blanche sur la poitrine, qu'on va retrouver sur la bête tuée par Jean Chastel, et à l'intérieur de laquelle, on y reviendra, on trouvera la tête de fémur de la dernière victime, Jeanne Bastide, qui est tuée par la bête le 17 juin. Et le 19, on a Jean Chastel qui tue la bête, et le lendemain, le rapport du notaire Marin. Mais on peut rebondir aussi sur l'arrivée de Denneval, qui est un célèbre louvetier. Il est recommandé par Laverdy, l'équivalent du ministre des Finances du roi, au roi. Il vient de Normandie, lui. Il vient de Normandie, il vient pas seul, il vient avec son fils. Il a 62 ans, son fils en a, je crois, 32. Non, c'est Duhamel qui en a 32, son fils est à 40 ans. Et c'est très intéressant lui aussi par rapport à la thématique du loup, c'est que c'est un grand spécialiste de la chasse du loup, et il chasse le loup avec des Danois, des dogs, des Danois qui ont la propriété de chasser à vue, c'est-à-dire qu'ils prennent avec la qualité de leurs yeux le pied du loup
au sol, et ils vont remonter le loup, le cerner. Ils sont 6 Danois, hein. Il arrive avec un équipage où il y a 6 Danois. Et ils prennent le pied du loup, ils le remontent, ils le cernent, et les chasseurs qui sont à cheval rejoignent les chiens, qui sont des chiens, les Danois, les dogs levrettés, donc très 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 puissants à la course, presque davantage que au moins aussi bon que le loup, hein, que les loups levrettés. Et avec Dunwald, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va lancer ses chiens sur la bête à partir de pistes reconnues comme étant celles de la bête, et les Danois ne vont pas remonter la piste jusqu'à la bête. Ils y renoncent, alors qu'ils sont habitués à le faire avec des loups, voyez-vous. Et ça, c'est très intéressant. Et l'un d'entre eux, alors qu'ils ont tous heureusement des colliers en cuir pourvus de cloutés et cloutés, mais c'est pas des colliers pour se protéger du loup, hein. C'est des colliers en cuir avec des clous décoratifs, en argent vraisemblablement, parce que les races de chiens sont très chères à l'époque, donc on les nourrit de viande, alors que les pauvres gens du Gévaudan n'ont pas toujours de la viande à manger. Les 6 Danois, eux, ont le repas servi le soir bien mieux que ceux que ces gens de l'époque. Il faut rappeler aussi que si on a beaucoup de témoignages sur la bête du Gévaudan, c'est qu'à cette époque, j'ai fait une étude démographique, il y a 2,5 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. C'est établi par des notes historiques. La démographie du Gévaudan, faut la multiplier par 2,5. Ça fait beaucoup. Ça fait environ 150 000 personnes qui vivent dans les villages et qui sont beaucoup à l'extérieur. J'ajouterais que le seul Danois qui va donner la bête, qui va donner sur la bête, qui va y aller sur les 6, il va revenir tremblant. Il va revenir apeuré, tremblant à son maître, légèrement blessé. Il a la vie sauve parce que la bête a essayé de le mordre à la gorge, mais il avait ce collier en cuir. Et donc, on a des chiens qui sont créancés au loup, mais qui, pour eux, n'ont pas affaire à un loup. Ça, c'est déjà la deuxième donnée, enfin la troisième avec Jeanne Boulet. Jeanne Boulet, le capitaine du Hamez, que je vous en ai dit, et maintenant Deneuval, qui laisse entendre qu'il ne s'agirait pas d'un loup. Deneuval, pour nos auditeurs, c'est le deuxième homme qui est chargé en fait de tuer la bête. Oui, quand Duhamel échoue et renvoyé. C'est Deneuval donc qui est chargé de ça. Et quand Deneuval échoue, on amène un troisième homme qui s'appelle Antoine, et lui tuera un gros loup en 1765 près des Chazes. On a aussi une deuxième bête qui est tuée par Chastel en 1767. Il y avait 2 bêtes, Manuel. Alors, c'est une hérésie de penser qu'il y avait... c'est un sujet très très sérieux et très intéressant. C'est une hérésie de penser qu'il y avait plusieurs bêtes. Il faut savoir que François-Antoine, porte-arquebuse du roi, c'est pas le maître des chasses du roi du tout, hein. C'est sorte c'est lui qui prépare son arquebuse sur les chasses truquées du roi. Vous allez découvrir des choses passionnantes. C'est que les chasses truquées du roi, elles sont truquées de la manière suivante. C'est-à-dire que vous avez des valets, là où le roi invite à la lisière d'une forêt à chasser le cerf, vous avez des valets qui vont manipuler des grandes toiles peintes pour diriger des bêtes en fonction des postes du poste du roi, mais des invités. Et en fonction du rang de chacun, on va envoyer un cerf au bois plus ou moins important, et ça va aller de façon dégradée en fonction des invités. C'est-à-dire que c'est le roi qui, par ses chasses truquées grâce à ce service d'étoiles, plus que quelques cavaliers qui envoient le plus beau cerf dans une coulée où à l'arrivée se trouvera le roi, qui fait que le roi donne l'impression à ses invités de tuer un animal exceptionnel. C'est normal, il est de droit divin sur la terre, il règne de droit divin, il est naturel que Dieu Tout-Puissant lui envoie le plus beau cerf. Eh bien, si vous voulez, François-Antoine, quand il arrive en Gévaudan, il va tenter de chasser la bête, réellement. Et il va très vite comprendre que la topographie du terrain lui est pas favorable, lui qui a une grande expérience de la chasse en Europe de l'Ouest jusqu'au Piémont, va se rendre compte que ces fondrières, ces marais qui empêchent des battues d'être exercées normalement, ces marais, ces reliefs importants, ces chaos granitiques, ces genêts vont l'empêcher d'aboutir. Et puis il sait qu'à la mauvaise saison, on ne pourra pas tirer, on pourra pas chasser la bête convenablement. Donc en fait,
je crois que la chasse aux chazes, qui est très loin du Bessay, lui, dans son rapport, il prétend avoir chassé la bête, le loup, aux chazes, à 4,5 lieues du Bessay. Mais ça, c'est la lieue du Gévaudan. La lieue officielle, c'est 8 km. Et en fait, il est à 40 km. Il laisse entendre dans son rapport qu'il est à 4,5 lieues, mais en fait, il est à 4 km 5 par rapport à la lieue du Gévaudan. Mais il est beaucoup plus loin. Les chasses, c'est à 40 km. C'est à 4 lieues officielles. Et lui, il parle de 4 lieues du Gévaudan, qui font à peu près un peu plus que la moitié. Donc déjà... Et puis, il se donne le rôle du roi, en fait, dans cette battue gigantesque. Il va probablement faire la même chose qu'il a vu à Versailles, enfin, plutôt à Rambouillet, dans les chasses, à Rambouillet, Fontainebleau. Il va truquer cette chasse, c'est-à-dire qu'il va venir avec un gros loup qu'il a capturé à Paris, et sa femelle, parce qu'il y aura une femelle tuée et des louveteaux de ce gros loup noir. Et puis, il va étouffer l'affaire, parce qu'en fait, le porte-arquebuse du roi, c'est pas seulement la personne à qui le roi va confier son arquebuse, c'est une sorte de barbouze d'homme de confiance et de main qui peut, par exemple, porter de lui-même un pli à une maîtresse secrète du roi dans un autre royaume. C'est c'est une sorte d'espion, de barbouze, de confiance du roi, et il est chargé dans le dénouement de cette affaire, soit de tuer la bête, soit de faire en sorte que ça cesse. Simplement, je crois que c'est le 21 décembre 1765 qu'on voit la bête au village de Clavières traverser le village. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la bête depuis 2 mois. Et effectivement, elle réapparaît. Je ne sais pas si c'est la bonne date que j'ai donnée là. Pour Clavières. Si on vous comprend, si on entend bien ce que vous nous dites, la bête que Antoine aurait tuée en septembre 1765, ça aurait été un trucage, un coup monté, et en fait il n'a pas tué de bête mais un loup pour le coup. Alors, il a tué un gros loup. Pour moi, il a tué effectivement un gros loup. Il sera présenté au roi, il sera préparé par un chirurgien à Clermont et gonflé, il arrive au nombril du roi. Hein. Mais ce qu'il faut retenir d'important, parce que vous avez chez Jean-Marc Morisseau cette littérature qui consiste à dire que la bête du Gévaudan, c'était plusieurs loups, comme dans l'affaire de la bête de Touraine. Sauf que dans l'affaire de la bête de Touraine, qui dure 2 ans, vous avez 9 loups anthropophages, vous avez des attaques concertées, des attaques simultanées, parce qu'ils sont 9. Et ça va s'arrêter quand les 9 sont tués. Que quand les loups ont pris goût à la viande humaine, ils ne s'arrêtent pas là. Dans l'affaire de la bête, pour définitivement un peu tordre le cou à la théorie de plusieurs loups qui auraient été cette bête du Gévaudan, il n'y a pas d'attaque simultanée. Donc, et ça, dans les archives, c'est assuré, aucune attaque simultanée ni concertée. Donc, ça veut dire que s'il s'agissait de plusieurs loups, en l'admettant quand même, je suis assez ouvert comme personne, il se serait passé le relais comme dans un 400 mètres haie, enfin pas un 400 mètres haie, le 400 mètres, on se passe le relais, on se passe le bâton, donc les loups, sans se fréquenter, auraient été abattus, puis un autre loup aurait à nouveau commencé à attaquer les gens. Non, si on a plusieurs loups qui attaquent des gens dans une région, ils ne se concertent pas, ils ne se passent pas le relais, et si on en tue un, l'autre a déjà commencé avant. Il a déjà attaqué des personnes. Et là, on a des attaques simultanées. Il prend pas le relais. On n'a pas un premier loup qui tue les gens la première année, on le tue, et puis après, tiens, il y a un autre loup qui se dit, je vais en faire autant. C'est peu probable statistiquement. Ça tord un peu le coup à la théorie de plusieurs loups. Et encore une fois, on va revenir, peut-être dans votre interview, sur le rapport du notaire marin, pour être plus précis sur la description de la bête tuée par Jean Chastel. Qui plus est, après que cette bête est tuée, il n'y a plus d'attaque. Donc la bête qui a une tache blanche qui est vue au château de la Baume 2 ans auparavant que Jean Chastel tue sa bête, non seulement cette bête de Jean Chastel, elle a aussi une tache blanche en forme de cœur, mais après la mort de cette bête, il n'y a plus aucune attaque. Vous voyez que par rapport à la question de plusieurs loups, on est dans un trouble que les auditeurs vont vite comprendre. Dans l'affaire de la bête du Gâtinais, pareil, on a plusieurs loups, effectivement plusieurs loups, des attaques simultanées, et quand on a tué tous ces loups anthropophages, ça s'arrête.
Pourtant, quand Antoine tue sa bête en septembre 1765, donc proche des Chasses, on enregistre il n'y a plus d'attaque. Brutalement, il n'y a plus d'attaque. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça, l'explication, elle est très très simple. L'autorité du roi en la personne de François-Antoine, 70 ans, homme de confiance du roi, est telle que ceux qui savent lire et écrire et qui ont reçu l'information comme quoi la bête est morte, qu'elle a été tuée aux Chasses par François-Antoine et son équipe, ils sont une quarantaine de personnes dans les bois, dont son neveu Rinchard. Il faut savoir que la bête se présente à lui comme au roi, hein. Elle se présente pas. Il faut savoir que les meilleurs chasseurs sont ceux du duc de Penthièvre, dont fait partie son neveu Rinchard. Normalement, c'est ces hommes-là qui auraient dû tuer ce gros loup aux Chasses. Or non, c'est un homme de 70 ans, perclus de rhumatisme, qui ira se faire soigner après cette affaire à Dax, dans le sud-ouest, qui tue la bête, et comme il a peur de ce gros loup qu'il a ramené de Paris, qui est énorme, hein, il fait poster à sa droite son neveu Rinchard, qui est un très bon garde-chasse du duc de Penthièvre, et qui va, quand le loup se redresse pour se précipiter sur son oncle, va tirer la bête de côté à bout portant, et la bête va s'écrouler. Donc on est vraiment dans une mise en scène, là. Et alors, pourquoi on n'entend plus parler de la bête pendant 2 mois? En fait, les victimes, il y en a toujours, vraisemblablement. D'abord, on a 72 victimes assurées, hein, sur lesquelles on peut se baser. Il y en a peut-être eu plus. On est dans une période de forte explosion démographique, et 20% de la population, ce sont des enfants non reconnus, qu'on prête dans des oustaous, et qui sont pratiquement réduits en esclavage, mal nourris, et c'est à eux qu'on confie de garder des bêtes là où il y a des loups, à l'extérieur. C'est eux qui vont être victimes de la bête. Il y a aussi des corps Alors pourquoi? retrouvés. Parce que tout simplement, ceux qui savent lire et écrire, c'est-à-dire les religieux, les vicaires, les abbés, etc., n'osent pas, pendant un certain temps, dire quoi que ce soit. Ils se taisent pour respecter l'autorité du roi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le 21, c'est le 22 décembre 1765 que, au sein du village de Clavières, sur le parvis, la population du village est là. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la bête traverser le village à la neige. Et là, on va se remettre à parler de la bête, parce qu'on peut plus faire autrement. Le personnel religieux qui savent lire et écrire, et qui vont être un peu les scribes de l'affaire de la bête, sont obligés d'en reparler. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le jeune marquis d'Apcher, pas le père, le fils, au début de l'affaire, il a 17 ans, 19 ans, il veut mettre fin à cette affaire-là, et c'est là où il va très bien organiser la fin de l'histoire, la fin de la bête sur Nozérolles au Montmouchet. Je précisais tout à l'heure qu'aussi il y a beaucoup de corps qui n'ont jamais été retrouvés, et étant donné que c'était les curés qui faisaient les actes de décès, quand il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas d'enterrement, donc parfois c'est compliqué. On pense qu'il y a eu plus de victimes aussi parce qu'il y a certains corps qui n'ont jamais été retrouvés, donc il n'y a jamais eu de funérailles. Bernard Soulier a fait un très beau travail sur les 72 victimes dont on ne peut pas contester qu'elles aient été tuées par la bête. Ce qui permet d'ailleurs de savoir qu'il n'y a pas de simultanéité. Il n'y a pas sur ces 72 2 victimes tuées à peu près à la même heure à une distance importante. La victime la plus éloignée, c'est en 24 heures à 70 km de la précédente. Mais un grand canidé comme la bête du Gévaudan ou un loup commun, ordinaire devrais-je dire, faire 70 km en 24 heures pour tuer quelqu'un d'autre en Aubrac alors qu'il vient de la partie de la Margerie plus à l'est, c'est tout à fait banal. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter ça. Souvent, le gros malentendu sur ceux qui pensent qu'il s'agit de loups ou de plusieurs loups et non d'un animal qui serait un chien ou un hybride chien et loup. Un hybride, c'est possible. Hein. Le malentendu vient souvent du fait que parmi ces gens-là, il y a très peu de connaisseurs du phénotype du loup et du comportement du loup. Ce qui, pour moi, dans l'étude de la bête, a été un gros avantage ces dernières années, c'est que je connais beaucoup mieux les loups dans leur phénotype et leur biologie que la bête elle-même. Alors, on vous entend sur ce premier argument d'absence de simultanéité dans les attaques,
confirmerait, enfin en tout cas, qui tendrait à innocenter d'une part le loup. On a eu beaucoup de thèses, beaucoup de théories qui ont vu le jour depuis les années 70 sur ce qu'était la bête du Gévaudan. On en a une sur l'intervention humaine, qui revient souvent, le dogman, le dresseur, voire parfois même le serial killer. Est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut envisager une intervention humaine dans ces attaques de la bête du Gévaudan ? Alors, moi, vous savez, c'est un sujet qui me connaît bien, et moi, je suis quelqu'un de très simple. Je m'en tiens aux archives, et qui sont d'ailleurs disponibles sur Internet maintenant. Et ce qui empêche raisonnablement de croire cela, c'est plusieurs choses. Le comte de Morangiès, dans l'année 66, sa comptabilité fait état qu'il n'est pas en Gévaudan. Il n'est pas en Gévaudan. C'est souvent celui qui est accusé parce que c'est un personnage singulier, original, etc. Il n'est pas en Gévaudan dans toute l'année 66. À partir du moment où on va faire cette découverte qu'il n'est pas là, on va prétendre qu'il a des partenaires et que ce serait les Chastel. Enfin, lui, il n'est pas là. Et puis, si c'était lui qui menait la bête, c'est l'équivalent de Johnny Hallyday. C'est-à-dire, tout le monde connaît son portrait, on le reconnaîtrait dans la nature, etc. Mais moi, je vais être beaucoup plus simple que cela. Quels sont les refuges de la bête qu'on connaît ? C'est, en premier, au départ, les monts des Trois Seigneurs, des sommets qui, à l'époque, ne sont pas pourvus de bois, mais qui sont pourvus de buissons impénétrables. Ensuite, c'est Mercoire. C'est les sommets. Ensuite, ça se terminera dans le triangle d'or de la bête, Montchauvet, Montgrand, Montmouchet. Pareil, c'est des sommets. Est-ce que 6 mois, sur ce territoire où ces sommets culminent à 1400 mètres environ, entre 1300 et 1450 mètres, est-ce que moi, je choisirais ces repères pour lâcher ma bête, sans savoir sur qui à qui elle va s'attaquer? Je pense pas. Je la lâcherais plutôt d'une bâtisse, d'un fond de vallée. Donc déjà, les refuges de la bête, c'est des sommets. En plus, son calendrier d'attaque est vraiment celui d'un animal sauvage, comme le loup. Les loups anthropophages, elle attaque quand les gens sont dehors. C'est-à-dire, dans l'année, en janvier 1766, l'hiver est neigeux, le bétail et les enfants restent à l'intérieur, donc il y a très peu de blessés et d'attaques. Donc on voit bien que dans cet hiver-là, pourquoi la bête n'attaque pas les gens ? Parce que les gens sont pas dehors. Il y a que les bûcherons. Et les bûcherons, ils sont armés de haches. Donc on voit bien que le calendrier de la bestia di Gévaudan, c'est celui d'un loup anthropophage, donc d'un animal sauvage sans meneur. Ça, c'est quand même des arguments, cette saisonnalité des attaques qui laisse à penser qu'on n'a pas de meneur. Après, ceux qui pensent qu'il y a eu une intervention humaine se sont attachés à démontrer ce qu'ils ont bien fait d'ailleurs. Ils ont réussi leur coup. Je vais pas dire le contraire. Ils ont démontré qu'effectivement, il y avait des opposants au roi, il y avait une histoire passé qui pouvait donner envie à un complot de la noblesse de déstabiliser l'autorité de Louis XV, cela 25 ans avant la Révolution. Ça tient la route. Ce qui tient pas la route, et j'y reviens pour une dernière fois, c'est que les repères de la bête, c'est des sommets où personne se hasarde. Et lâcher une bête de ces différents sommets, je le rappelle, Mont des Trois Seigneurs, les monts de Mercoire, et puis Montchauvet, Montgrand, Montmouchet. Pourquoi part-elle de là-bas ? Parce que naturellement, elle y voit un refuge pour elle naturel. À l'époque, il y a des fondrières de partout. C'est-à-dire que souvent, quand elle est poursuivie lors des battues, elle échappe dans les fondrières en bondissant d'une motte à une autre. Et là, ni les cavaliers avec leurs cheveux, ni les hommes à pied peuvent y pénétrer dans ces fondrières. Et puis, elle va au sommet se cacher dans des fourrés épineux. Une fondrière, c'est un marais. C'est comme c'est de la terre avec de l'eau, des ruisseaux qui se déversent très lentement par le côté, dans des creux. Et là, à cette époque, elles n'ont pas été drainées et vous pouvez vous y enliser comme dans des sables mouvants, cher ami. On a une théorie qui revient régulièrement et qui a tendance à mettre de nombreuses personnes d'accord. Il y a de nombreuses archives qui favorisent cette thèse, c'est l'hybridation d'un chien-loup. Est-ce que l'accouplement concrètement entre des chiens et des loups, c'est possible ? Et si oui, est-ce qu'elle a été fréquente ? Alors, vous avez de la chance parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et il y avait 2 techniques pour produire des chiens-loups. Et bien avant la période de la bête du Gévaudan, dans les périodes, car le port d'armes était interdit depuis 1549, dans les périodes où il était autorisé
à certaines personnes de chasser le loup, il y avait des primes au loup. Et ces gens-là n'avaient pas de chiens créancés au loup comme les dogs de Neval ou les fins limiers qui arrivent à circonscrire le loup dans l'espace de chasse à l'odorat. Ils travaillent. D'ailleurs, Dorade fut un chien fin limier prêté par le royaume de Germanie à François-Antoine dans le cadre de la chasse aux la bête. Alors, que faisaient ces gens-là pour chasser le loup et toucher les primes? Ils produisaient des hybrides. Parce qu'un hybride loup et chien, il n'aboie pas. Et il a le flair et la vue du loup. Et s'il est levretté, il va avoir une belle course pour chasser le loup. Et alors, il y avait deux méthodes très simples. La première, c'était d'attacher une chienne en chaleur à un arbre dans un bois fréquenté par les loups. Et soit un mâle venait servir la chienne, et puis on récupérait la chienne, et on avait plusieurs hybrides. Ça marchait pas très bien, parce que si une louve passait par là, ou un loup affamé, au lieu de servir la chienne en chaleur, il la tuait et la dévorait. La deuxième méthode, c'était d'aller aux lovières, à l'endroit où les louves mettent à l'écart de la meute les louveteaux, et là, quand les gens savaient où elle se trouvait, et si la louve occupait cette lovière, ils y allaient quand les grands loups, les mâles de la meute n'étaient pas là, pour récupérer un louveteau, le frotter, parce que leurs chiennes de cour, dans les cours de ferme, mettaient bas dans les mêmes périodes, en fait. Les chiens peuvent mettre bas 2 fois dans l'année, mais il y a au moins une des 2 fois où ça tombe en même temps que les loups. Donc ils frottaient ce louveteau qu'ils avaient récupéré dans la lovière, parce que la louve, quand elle voit 3 bonhommes arriver, elle s'enfuit, elle abandonne ses louveteaux. Donc ils en prélevaient un, ils le frottaient au chiot de la chienne de leur ferme, et la chienne l'adoptait, l'allaitait, et puis ils croisaient ce loup avec une chienne de la portée. Et là, ils avaient un chien, un animal hybride, très très intéressant pour la chasse au loup. Simplement, à l'époque, ils avaient de très mauvaises méthodes de dressage. C'est-à-dire qu'ils battaient leurs animaux, ils les traitaient mal, ils les enfermaient dans des cages ou alors entre 4 murs. Et quand ils allaient à la chasse avec ces animaux hybrides, il arrivait une fois sur 10 que le chien loup ne revienne pas à son maître. Que le chien loup décide de recouvrer sa liberté. Et oui, et il rentrait pas. Et celui qui perdait un animal aussi terrifiant que ça s'en vantait pas. Donc bien d'autres bêtes du Gévaudan, entre guillemets, on va simplement tuer des personnes dans le royaume, comme la bête de Champagne. C'est un hybride dont on ne sait pas d'où il sortait, parce que les hybrides dans la nature, ils peuvent être produits avec des chiens, mais c'est très rare. Très très rare. Et moi je savais que cette pratique, je peux vous dire que cette pratique se faisait pour les chasseurs de loups. C'était une facilité d'être accompagné par un tel hybride pour toucher ces fameuses primes, qui étaient différentes d'ailleurs, suivant que c'était une louve gravide, pleine, ou un louveteau, ou un loup mâle. Les primes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et donc c'était les deux méthodes. Et effectivement, cette théorie tient bien la route. Ce serait donc un hybride de chien-loup produit par quelqu'un, peut-être en Ardèche, au départ, qui le perd sur une chasse. L'animal ne revient pas, ayant été maltraité. Je puis vous dire qu'un animal maltraité, que ce soit un ours par l'homme, ou un canidé, un grand canidé comme un loup commun, maltraité par l'homme, il peut vouloir se venger sur des êtres humains, d'abord parce qu'il en connaît très bien le schéma corporel et la façon de se mouvoir, donc il saura mieux l'attaquer qu'un loup sauvage qui, quand il croise un homme, s'en éloigne, donc en connaît un peu moins le schéma corporel, et il va s'en prendre parmi les populations de sapiens aux plus faibles, c'est-à-dire aux enfants ou aux femmes qui à l'époque faisaient 1m50, elles n'étaient pas bien grandes et bien grosses. Donc oui, cette théorie est plausible. Il y a beaucoup d'archives de témoignages qui témoignent du fait qu'effectivement il avait l'aspect d'un loup, mais qu'il avait le comportement d'un chien, c'est-à-dire que la bête attaquait notamment dans des villages, parfois à la porte d'entrée des gens, et on voyait quand même chez cet animal une familiarité qu'il avait avec l'être humain. On est d'accord ? Ah, moi je dirais oui et non. Oui pour ce que vous venez de dire en dernier, et non pour la ressemblance avec le loup, parce que j'espère qu'on va aborder le rapport du notaire marin comme vous le souhaiterez, mais dans le cadre du rapport marin, l'avantage, c'est que ma lecture, elle est aussi celle de quelqu'un qui connaît bien la biologie du loup. Et on est sur un animal qui a été vu 2 ans auparavant, je le rappelle, par Duhamel, grâce à cette tache blanche. Il a une raie noire, effectivement. Il faut savoir que le loup ou le chien-loup a une densité de poils noirs
plus intense sur le dos. Donc avant l'attaque, l'animal va hérisser ses poils et on va avoir des témoins qui vont avoir l'impression d'une raie noire importante, ce qui est le cas, on le verra dans le rapport du notaire marin, puisque cet animal, dans le rapport du notaire marin, a une longueur de ses poils beaucoup plus longue que celle des loups. De 6 lignes, c'est l'unité de mesure, de 6 lignes plus grande que l'unité de mesure de l'époque. Et seuls les chiens ont cette propriété d'avoir des très longs poils plus longs que ceux des loups. Voyez-vous, on y reviendra, mais vous voyez, c'est intéressant. Alors justement, sur ce fameux rapport marin, donc il naît au moment quand Chastel abat donc cette bête en juin 1767. Une fois qu'il tue cette bête, les attaques cessent. C'est ce qui nous permet de corréler les attaques avec cette bête. Et on a donc ce rapport marin qui va ausculter l'animal que Chastel tue en juin 1767. Et, le 19 juin, oui. Voilà, le 19 juin. Qu'est-ce que ce rapport marin il expose et comment est-ce qu'il nous permet d'innocenter définitivement le loup dans l'analyse Moi, je vais être très simple, parce que je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'il ne faut pas prendre les gens de l'époque pour des imbéciles. Si dès le départ, avec Jeanne Boulet, 14 ans, on a des témoins qui parlent d'una bestia, la bestia, c'est que c'est pour eux déjà pas un loup. Donc respectons ces gens-là et leur mémoire. Le deuxième élément, c'est cette tache blanche de Duhamel au château de la Beaume. Le troisième, c'est les Danois qui ne donnent pas. Le quatrième élément, c'est la bête tuée par Jean Chastel le 19 juin 1767. Élément fondamental, on retrouvera dans l'estomac de cet animal la tête de fémur d'une tête de fémur d'un individu de petite taille. Donc vraisemblablement la tête de fémur de la petite Jeanne Bastide qui est tuée le 17 juin, 2 jours avant. Il faut savoir que l'animal ne peut pas avoir digéré les parties les plus dures en 2 jours. Voyez-vous, hein. C'est pour ça qu'on retrouve cette tête de fémur. Elle n'a pas eu le temps d'être digérée par l'animal. Et on va avoir 300 témoins oculaires qui vont venir voir la bête. C'est pas le notaire Roche-Étienne Marin qui inspecte la bête, c'est 2 chirurgiens et si je ne crois pas me tromper, un médecin en complément. Et ils vont tirer donc de cet estomac une tête de fémur, ce qui est quand même un élément capital. Hein. C'est la preuve que l'animal a attaqué une personne. Et puis, ce qu'ils en disent déjà dès le début, cet animal n'a de ressemblance avec le loup que par la queue et le derrière. Donc ça laisse penser à un chien et peut-être éventuellement un hybride. Et tout de suite, le rapport est construit par cette personne, médiculeuse personne. Tout de suite, il prend l'angle de la comparaison loup et chien. Et on va le voir, je vais vous en donner les éléments majeurs. La tête est monstrueuse, d'une forme carrée, plus large que celle des loups ordinaires. Les arcades zygomatiques sont plus larges que celles du loup. 2, elle a une formule dentaire différente du loup. Les chiens et les loups ont une formule dentaire de 42 dents. Les dents incisives sont semblables à celles des chiens et elle aurait des grosses dents inégales, ce qui est propre au chien, qui descend du loup et qui n'a pas la pureté génétique du loup. Tous les animaux domestiques viennent d'animaux sauvages et bon, ils sont différents de leur origine. On a même dit à cette époque-là qu'elle avait une formule dentaire de 44 dents, la bête. Pourquoi ? En fait, elle en a 42, mais elle a deux molaires qui se subdivisent. Donc, une partie semble pas avoir poussé et l'autre moitié, oui. Donc, ça donne l'impression qu'on a 2 dents de plus. Mais en fait, non. On a 2 dents qui se subdivisent, ce qui n'est pas du tout propre au loup. L'oblique des côtes des loups communs n'est pas celui de cet animal. Ils ont mesuré l'oblique des côtes de la bête du Gévaudan. Il est différent. Les jambes de devant sont plus courtes que celles de derrière, mais plus grosses que celles des loups ordinaires à l'avant. Et les jambes à l'arrière sont levretées comme celles des loups. Les pattes ont des doigts armés de gros ongles qui s'étendent beaucoup plus que ceux des loups. Donc ça, c'est aussi propre au chien. Le chien, certaines races de chiens peuvent avoir des ongles plus gros que ceux des loups, et majoritairement les chiens ont dans leur course des ongles qui marquent moins que ceux des loups. C'est une différence, mais bon, ça n'a pas attrait à la bête. Parlons des poils et de la robe. Le poil de la robe de la bête,
ça c'est reconnu, il est majoritairement de couleur balsane, c'est le terme de l'époque, soit de la couleur du chevreuil, roussâtre, ce qui n'est pas propre aux loups d'Europe centrale et d'Europe de l'Ouest, les loups levrettés d'Italie, de la chaîne des Apennins. Il n'y a pas de loup de cette couleur-là, je le rappelle, à l'exception du loup rouge de Caroline du Nord. Il n'y en a pas, et qui est un petit loup. Les poils sont plus longs que ceux du loup, de 6 lignes, et c'est très important. Et le corps est tacheté de noir, ce qui ne se voit pas chez les loups ordinaires. Et il y a des taches noires, il y a la raie noire aussi sur cette bête, sur le poitrail, une tache blanche épousant la forme parfaite d'un cœur. Ça, j'ai aucun loup commun, que ce soit le loup, la sous-espèce de l'Italicus que nous avions en France, et le loup commun d'Europe centrale, le loup gris, le gros loup gris, on n'a pas ce genre de choses, donc on est plus vraiment sur le chien. Et parlons des yeux. Alors les yeux, d'après le rapport du notaire marin, Roche-Étienne, ils sont noirs, et non dorés comme ceux des loups, mordorés, un peu, c'est ce côté doré qu'a le loup comme regard. Les yeux de la bête ont une membrane singulière qui part de la partie inférieure de l'orbite, lui permettant à son gré de recouvrir le globe de l'œil, ce qui est une des propriétés de certains chiens. Voilà. Là, on a les éléments vraiment majeurs, et on voit bien que ce qu'on peut recouper avec du hamel, c'est la tache blanche et le côté qu'il décrit comme étant le poitrail aussi fort que celui d'un cheval. On voit bien qu'il a vu le même animal. Il a vu un animal avec un poitrail très fort à l'avant, et puis il précise bien qu'elle est de couleur roussâtre. Alors un autre point commun avec le loup, elle a la queue touffue. Elle a la queue touffue un peu comme les loups, dans le rapport du notaire marin. Voilà, je pense que là, on arrive, on va permettre à nos auditeurs, moi j'aime bien que les gens se fassent leur propre opinion par eux-mêmes. Ce que j'ai relaté, je tiens à le dire aux auditeurs, c'est ce qu'ils trouveront dans les archives. Alors, le problème des théories les plus diverses et variées, c'est que certains historiens s'attachent à des détails qui sont dans des éléments qui sont dans les archives, mais ils vont se garder de les mettre en relation avec d'autres qui pourraient contredire ce qu'ils veulent exploiter comme théorie. C'est-à-dire qu'ils font un peu leur marché en occultant notamment, par exemple, l'affaire des décapitations. Partout, on parle de décapitation, mais dans les registres paroissiaux, le mot, la rhétorique décapitation, elle n'existe pas. On a une victime qui sera présentée à la justice et exploitée par un chirurgien, et qui va bien dire que la tête a été séparée du corps. Et il va bien établir que ce n'est pas un outil qui a séparé la tête du corps de la jeune fille, mais qu'on a bien des vertèbres brisées, des chairs séparées par des dents. Donc même à l'époque, on va s'intéresser à savoir s'il pourrait s'agir d'un meneur qui se serve d'un outil, et il va être établi au moins sur une victime, cela est dans les archives, et on va rendre le corps d'ailleurs, que la tête a été séparée du corps par une mâchoire, par la mâchoire d'un animal, et non comme tranchée par un outil. Donc déjà à l'époque, on s'est posé la question, voyez-vous. Et c'est comme les scalpes, on parle de scalp dans certains ouvrages, le scalp ça fait rêver, mais à l'époque on ne parle pas de scalp, on parle de la peau du crâne enlevée par la patte, par l'une des pattes de la bête, dans la mesure où la bête a posé sa patte sur le crâne d'un petit enfant de 12 ans, mais qui fait la taille et le poids d'un enfant de 5-6 ans, et elle va le projeter en arrière, les ongles vont arracher la peau de l'avant jusqu'à l'arrière, et une fois sur les 4, ce sera le contraire. La bête va projeter l'enfant de face, donc on va avoir un décalotement de la peau du crâne et du cuir chevelu de l'arrière vers l'avant. Mais, je le rappelle, c'est dans les archives, les 4 cas de scalp ont des témoins, et il y en a 3 qui vont survivre, et ils ne décrivent ni un félin, comme vont prétendre les Deneuval pour se disculper que leur chien ne donne pas la bête, puisqu'ils vont dire qu'ils ont relevé une trace séparée de la suivante, trop éloignée pour que ce soit un canidé, ce serait un félin. Mais non, les 3 survivants du scalp et les témoins ne décrivent pas un félin. Pendant ces 3 ans, Manuel, on va chasser
On va faire des battues pour tenter de tuer cette bête. À quel point la bête du Gévaudan, elle éradique le loup? Est-ce qu'elle éradique le loup? Est-ce qu'elle contribue à éradiquer l'espèce du loup sur ce territoire-là? Quels effets elle a sur la répartition de cette espèce au niveau de la zone géographique? C'est très intéressant, ça va avoir des conséquences catastrophiques pour l'espèce Canis lupus lupus en France, dans la mesure où déjà il est chassé depuis Charlemagne. D'abord, je le rappelle, et je l'ai dit, 1500 loups tués à peu près pendant la période de la bête, puisqu'on a les chiffres on a le nombre de 9000 livres qui ont été payés dans cette période comme prime au loup. Donc on a déjà une chasse au loup en Gévaudan beaucoup plus importante, mais après l'affaire de la bête qui va faire l'objet d'articles jusqu'en Australie ou à Chicago, on va éradiquer le loup, on va permettre l'éradication du loup beaucoup plus rapidement. Je dirais que la bête du Gévaudan a peut-être fait 72 victimes et beaucoup plus chez les humains, mais elle a contribué à faire disparaître les loups de France plus rapidement que cela n'aurait été, ce qui n'a pas été le cas en Italie, en Espagne, au Portugal, en Roumanie, etc. Je pense que la bête du Gévaudan, effectivement, fait du loup une victime collatérale à grande échelle. Comment est-ce qu'on peut expliquer la diabolisation de cet animal, alors que ce soit dans les légendes, les contes, mais aussi les faits divers comme celui du Gévaudan? Parce que dès le XIIIe siècle, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est en lien avec des pathologies mentales, on le met derrière le loup, déjà. Le loup est une espèce de sac où on range bien les bizarreries humaines. Est-ce que la bête du Gévaudan, elle contribue encore plus à diaboliser l'animal du loup? La bête du Gévaudan, c'est une Formule 1 de l'hybridation loup et chien, vraisemblablement, parce qu'elle tue pas comme la bête de Champagne 3 personnes, puis elle est tuée, elle en tue 72. Il faut savoir que les lions mangeurs d'hommes ou les tigres mangeurs d'hommes, ils sont abattus au bout de... les tigres du Bengale, c'est 15 victimes en moyenne. Et le lion qui a dévoré le plus d'habitants en Afrique et qui est tué par un ingénieur des chemins de fer, il fait 40 victimes. La bête, c'est 72, donc ça lui donne... elle est sur le haut du podium. Après, le rapport de Sapiens... aux grands prédateurs qui sont les siens sur ces territoires, il est toujours catastrophique. C'est-à-dire que nous sommes des métaprédateurs, nous sommes au-delà, méta ça veut dire au-delà, nous sommes au-delà des prédateurs communs comme les grands fauves ou le loup. Nous en Europe de l'Ouest, on n'a pas de tigre, on n'a pas de lion, on a des loups, donc ils vont le payer, parce que Sapiens ne supporte pas la concurrence des autres prédateurs, et vis-à-vis du loup, il n'a aucun respect de cet animal, dans la mesure où le loup lui a offert à Sapiens le chien de berger, le chien de chasse, le chien sauveteur, le chien d'aveugle, le chien de compagnie. Il n'y a aucun respect pour l'animal sauvage qui lui a offert le chien. Vous imaginez la vie de Sapiens sans le chien aujourd'hui, ce serait pas la même chose. Et ça, Sapiens le doit au loup, et il n'a même pas ce respect à l'égard de Canis lupus lupus. Est-ce qu'aujourd'hui le loup revient, Manuel, en Haute-Loire? Alors, en Haute-Loire, oui, il y a du loup maintenant sur l'ensemble du territoire français, à l'exception de certaines poches, bien que l'OFB ne soit pas d'accord pour le dire. Maintenant, vous savez, moi, je fréquente des éleveurs et des chasseurs. L'OFB peut raconter ce qu'elle veut. Les premiers à voir ou à entendre parler du loup, c'est les gens qui sont dehors, à l'extérieur. C'est les éleveurs que je plains parce qu'ils sont mal soutenus par l'OFB et les chasseurs. Et d'ailleurs, moi, dans mon réseau, dans l'association, j'ai des éleveurs, j'ai même un président de la chasse, j'ai des chasseurs. Donc le loup est de retour et ça va être très compliqué pour lui, effectivement, dans les années à venir, parce que le travail par l'État et l'OFB n'est pas fait. N'est pas fait pour aider, ne serait-ce les éleveurs, qui sont les premiers touchés sur leurs animaux de rente. Et puis, la catastrophe à venir, moi je vous l'ai dit gentiment, c'est que pour l'instant, c'est un peu étouffé, il y a une omerta sur la question du loup. Mais quand vous allez avoir des citadins qui vont pique-niquer à Rambouillet, à Fontainebleau, ou dans la forêt des Landes, et qui vont voir des loups avec leurs enfants en train de manger un sandwich au jambon, ils vont avoir peur. Parce que moi, tous les témoins que j'ai rencontrés qui ont vu 3 loups en même temps, 3 loups, j'ai 2 témoins qui ont vu 3 loups dans le Gard, un témoin dans le Gard et un autre sur Rambouillet. Les 2 jeunes hommes avaient 25 ans, c'était des sportifs, l'un était interne en médecine, l'autre journaliste.
ils ont eu très peur. Donc quand cette peur-là va être vécue en grand nombre parce que la démographie du loup dans les années à venir va exploser, et que les gens des villes qui sont pas du tout préparés à ça et qui en entendent peu parler vont les voir, là je peux vous dire que on va me trouver beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympathique. On va vouloir discuter un petit peu du loup avec moi et mes camarades. Pourtant, il est prouvé que le loup a peur de la posture bipède de l'homme et qu'il serait plutôt inoffensif. Alors, est-ce que c'est pas plutôt une peur de la part de l'être humain, une peur qui est liée justement à cet héritage des contes, des légendes, qui ont toujours un peu diabolisé le loup? Est-ce on en fait pas un peu trop avec le loup, justement? Alors, on en fait trop, mais en même temps, on en fait trop dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire, en présentant le loup comme une peluche inoffensive pour l'homme, on fait du tort au loup et on fait du tort à la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Le loup est une vérité. Il est un prédateur concurrent qu'on a copié à la chasse, mais c'est pas une peluche. Le loup, dans certaines circonstances, il a attaqué l'homme à la période de la rage. La dernière attaque vraiment intéressante qui a été épluchée par les enquêteurs, c'est en Alaska, où des loups ont attaqué une institutrice et l'ont dévorée. Donc on n'a pas la culture du respect du prédateur sauvage en France. On est dans l'esprit du jardin à la française, avec des allées. On veut pouvoir se balader, pique-niquer. Mais quand il y a du loup, il faut concevoir que cet animal va avoir la curiosité de venir nous voir, va sentir les aliments qu'on sort pour un pique-nique, et que le loup est un animal polymorphe, et il n'est pas exclu qu'un jour il y ait un accident réel, parce que pour l'instant il n'y en a pas en Europe de l'Ouest. On n'a pas d'attaque de loup avérée, prouvée sur des personnes. Les attaques de loup avérées, prouvées, c'est en Alaska, c'est au Canada. Là il y a eu... mais je vais vous rassurer, hein, même avec les loups en France, et votre pique-nique avec des loups à Fontainebleau, vous avez plus de chances d'être tué par une balle de golf en longeant un practice de golf que d'être attaqué et tué par un loup. Vous pouvez plus vous faire écraser par un camion qui a le devant du camion droit, en traversant pas dans les passages cloutés, donc être renversé par un camion, que tué par un loup, hein, moi je vous le dis tout de suite. Donc il y a aussi le fait que les gens ne veulent pas accepter de lâcher au loup un petit peu de leur confort habituel dans leur sortie dans la nature. Mais aux États-Unis, quand vous êtes en zone Puma, vous avez des tableaux qui vous expliquent comment vous comporter pour ne pas subir une attaque réflexe du Puma. Et ben, il faut que dans votre groupe, vous ayez un adulte qui porte un enfant sur ses épaules. Parce que là, le Puma, par réflexe, va croire qu'il a affaire plutôt à un ours, de loin, parce que le Puma, il opère sur des attaques réflexes depuis une branche. Et puis, il ne faut pas faire de VTT, parce que si vous êtes en VTT et que vous prenez une courbe et qu'un puma est sur un rocher, il ne va pas vous identifier. Il va vous prédater et vous identifier après. Il va croire que l'arrivée du VTT, c'est un cerf elaf. Voyez-vous? Et bien avec le loup en Europe de l'Ouest, c'est pareil, il faut apprendre à le connaître pour pouvoir cohabiter avec lui dans la nature. Faut pas boire quand on va dans les bois fréquenter avec les loups, parce que si vous avez une démarche de quelqu'un qui titube et que vous avez affaire à un loup dans un bois qui a rien mangé depuis 15 jours, qui est un peu con, parce que c'est un animal d'un individu à l'autre différent, vous avez des loups intelligents plus que d'autres, vous avez des cons, ben il va vous suivre, il va dire tiens il titube, s'il tombe je vais l'attaquer, debout je vais pas l'attaquer. Si vous êtes drogué au cannabis, pareil. Si vous boitez, vaut mieux pas fréquenter des bois où il y a des loups en nombre. Maintenant, en France, c'est giboyeux, il y a de la ressource pour les loups, on les intéresse pas d'un point de vue alimentaire du tout. Et d'ailleurs, mes enfants n'ont pas peur de fréquenter les bois tout seuls. Moi, j'ai une fille qui a 12 ans, vous la lâchez dans un bois, elle n'a pas peur, même si elle sait que son père lui a dit tu peux croiser un loup et en voir un. Elle n'a pas peur. Parce que je lui ai appris comment se comporter si elle en voit un, etc. Merci Manuel pour cette chronique très intéressante. Je pense que, chers auditeurs, ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur cette histoire de la bête du Gévaudan, d'en savoir un peu plus sur la place du loup dans cette histoire. Manuel Atman, vous avez sorti récemment un livre intitulé « Seuls les loups, la bête chamanique ». Édition Alliance avec les loups. Vous voulez nous dire un mot sur ce bouquin? Alors c'est un livre, vous savez la plupart des livres, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ce que vous trouverez sur internet,
Enfin, les livres sur le loup, c'est sur la biologie du loup, le nombre de dents qu'il a, son phénotype. C'est pas très très passionnant pour moi, parce que ça, on peut déjà le trouver. Donc moi, mon idée, c'était d'écrire un livre anthropomorphique. C'est quand même un sapiens qu'il écrit. Donc c'est une vision de sapiens, de ce qui pourrait se passer dans la tête du loup. Quelle serait sa relation aux esprits de la nature, aux énergies qui circulent et au cosmos. Donc sous forme d'aphorisme, un aphorisme c'est une phrase ou deux, il y en a 194, l'idée c'était de permettre au lecteur de rentrer dans la tête du loup et de faire un peu le parallèle avec l'homme. Et donc de permettre aux gens de voir qu'un animal aussi intelligent, il n'a pas le même rapport à son environnement que nous et à l'univers. D'abord parce qu'il a des sens très différents. Le loup est dichromate, nous on est trichromate, on a accès au jaune et au rouge, le loup faiblement. Donc à partir du moment où vous avez des sens qui vont être gérés par le néocortex, qui sont pas les mêmes que les nôtres, il y a une relation à l'environnement qui est pas le même. Et moi, mon idée dans ce livre, c'était de rentrer dans la tête du loup un petit peu et de partager ça avec les lecteurs. Donc c'est disponible sur la plateforme Hello Asso, à la boutique de l'association Hello Asso, HE2LO-A2SO. C'est une plateforme où vous pouvez payer, vous offrir le livre en carte bleue, c'est pratique, c'est facile. Merci beaucoup Manuel de nous avoir accueillis chez vous à Arquejol, donc le lieu-dit de la commune du Roret. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour cette chronique Altistoria. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être ? Eh bien, j'espère que les auditeurs se sont pas ennuyés avec moi. Je pense pas. Honnêtement, à mon avis non. J'aime bien partager ma passion, donc voilà. En tout cas, on sera resté ensemble pendant 1 heure, c'était passionnant. J'espère, chers auditeurs, que vous avez été passionnés tout comme nous et que vous avez pu sillonner l'histoire, un peu plus, l'histoire de la baie du Gévaudan. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria. D'ici là, portez-vous bien. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.